Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité revenir sur une figure exceptionnelle à bien des égards, puisqu'il s'agit d'Alexandra d'Avinéel. On connaît cette dernière comme une aventurière pionnière. Elle fut la première occidentale à entrer dans Lhasa, la capitale du Tibet jusqu'alors interdite aux étrangers. On sait moins qu'elle fut également cantatrice, journaliste ou encore féministe engagée. Elle se surnommera d'ailleurs elle-même au tournant du XXe siècle la première bouddhiste de Paris. Nous avons souhaité, à travers l'exposition consacrée à son voyage à Lhasa qui s'est tenue récemment au musée Guimet, revenir avec notre invitée sur ce parcours et cette personnalité exceptionnelle. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour en parler avec nous Rachel Guidoni. Rachel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ethnologue spécialiste du Tibet. Vous avez enseigné pendant 15 ans au Guangzhou en ethnologie et géographie du Tibet. Donc. Vous êtes actuellement bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France et vous avez travaillé pendant plus de 15 ans dans les bibliothèques avec des fonds tibétains à Paris. Alors aujourd'hui, vous travaillez entre autres avec la maison Alexandra d'Avinéel de Digne sur l'étude et le classement des archives, dont les photos d'Alexandra d'Avinéel. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la première partie de la vie d'Alexandra d'Avinéel? Parce que finalement, cette femme a eu même plusieurs vies, si on peut dire. On peut dire ça, effectivement. Alexandra d'Avinéel est donc née en région parisienne, en 1868, à Saint-Mandé. Et elle n'a vécu finalement que 6 ans en France avant de partir avec sa famille s'installer du côté de Bruxelles, en Belgique, où elle a grandi dans un pensionnat, dans une famille bourgeoise. Et puis, à la fin de ses études, ne sachant pas trop quoi faire, elle s'est effectivement tournée vers le chant lyrique. Et elle a donné son premier concert à 20 ans. Et elle a eu un premier prix de conservatoire de chant, grâce auquel, effectivement, elle a fait certains voyages jusqu'en Asie. Mais elle a été à Hanoï, je crois. Tout à fait. Elle a voyagé jusqu'en Asie du Sud-Est, où elle a fait une grande tournée. Mais c'est aussi à ce moment-là, à sa majorité, qu'elle a eu une grande crise existentielle. Et une amie à elle lui a dit de se rapprocher d'une société ésotérique qui était basée à Londres à l'époque, qui s'appelait la Gnose Suprême. Et donc Alexandra d'Avinéel est partie à Londres. Et c'est sans doute là qu'elle a découvert les philosophies d'Orient, les religions d'Orient. Et elle a passé un temps extraordinaire à lire et à découvrir et à se passionner pour ce nouvel horizon. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite Édouard de Saint-Ours, qui est à la fois le commissaire, mais aussi le conservateur des arts photographiques au musée Guimet, qui nous explique ce qui s'est passé ensuite. Alexandra d'Avinéel cultive une passion pour le bouddhisme et pour la culture et la civilisation tibétaine. Elle a notamment appris le tibétain et d'autres langues asiatiques au Collège de France à la fin des années 1890, début des années 1900. Elle est elle-même bouddhiste pratiquante depuis 1889, probablement aussi sous l'influence de l'ouverture du musée Guimet cette même année, qu'elle visite assidûment. Et donc, son désir de retourner en Asie est enfin assouvi en 1911, lorsqu'elle quitte son mari Philippe Nel, lui qui vit à Tunis et qui est le chef des chemins de fer tunisiens. Elle part pour 18 mois et elle restera finalement en Asie 14 années, puisque la Première Guerre mondiale va aussi s'interposer entre elle et son retour en France. Elle rentrera en 1925, après avoir parcouru toute l'Asie, puisque après quelques années dans le Sikkim, une région du nord-est de l'Inde, elle partira vers l'Asie de l'Est, au Japon, en Corée, puis en Chine, avec un compagnon de voyage très important dans sa vie, qui deviendra son fils adoptif, le lama Apur Yongden, qu'elle a rencontré dans un ermitage du Sikkim dans les années 1910. Alors, on se rend compte que le musée Guimet aura eu une importance essentielle pour Alexandra d'Avinéel. Quel lien peut-on établir entre le musée Guimet et Alexandra? Alors, à son retour d'Angleterre, Alexandra d'Avinéel va continuer l'étude de cet intérêt pour l'Asie. Elle va s'inscrire à la fois à l'école pratique des hautes études et au Collège de France, où elle va apprendre le sanskrit avec Sylvain Lévy et le tibétain avec Philippe-Édouard Foucault. Et elle va découvrir à l'ouverture du musée Guimet en 1889 sa bibliothèque,
Et elle va devenir une habituée des lieux. Et elle écrira plus tard que c'est là que sa vocation est née. Donc effectivement, le musée a une grande importance. Ça a sans doute été sa deuxième maison pendant tout le temps où elle, finalement, elle est entrée dans les philosophies et les religions d'Orient. Alors, on l'a entendu dans le reportage, Édouard de Saint-Ours mentionne son mari, Philippe Néel. Ils ont une relation très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Elle était teintée de bienveillance, hein, mais Tout à c'est fait. vrai qu'il a joué un rôle important, notamment dans ses voyages. Tout à fait. Alors, elle rencontre Philippe Néel lors d'une tournée en Tunisie, lors d'une tournée artistique, hein, donc lorsqu'elle était encore chanteuse lyrique. Et elle le rencontre en 1900 et ils se marient en 1904. Il faut quand même voir qu'elle avait déjà 36 ans. Et aucun des deux n'est dupe. C'est-à-dire qu'elle avait bien conscience qu'elle n'était pas du tout faite pour la vie de maîtresse de maison. Et lui était un grand séducteur et tous les deux étaient d'accord là-dessus. Il y avait une espèce de complicité pour vivre ensemble, tout en sachant que chacun avait ses intérêts. Et quelques années après, effectivement, elle va partir en Asie. Elle lui avait annoncé un voyage de 18 mois, lequel durera finalement 14 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, toute cette correspondance avec son mari, c'est une mine d'informations exceptionnelle. Et c'est grâce à cela, notamment, qu'on a pu aussi avoir des détails qu'il n'y a pas dans ce qu'elle a écrit au public sur tous ses voyages. Il y a effectivement aussi beaucoup d'affection pour son mari. Elle lui écrit toujours parce qu'elle attend de ses nouvelles, elle espère qu'il va bien. Elle est quand même en Asie au moment des 2 guerres mondiales. Et d'ailleurs, quand il va mourir en 1941, elle est encore en Asie et elle dira aussi plus tard qu'elle a perdu le plus grand de ses amis. Mais ce qu'on ressent dans cette correspondance, c'est qu'elle craint effectivement qu'elle soit perdue. On a vraiment cette appréhension chez elle que finalement les lettres ne parviennent pas à son mari parce qu'elles sont aussi autant de témoignages de sa découverte de l'Asie. Tout à fait. Ces lettres venaient un petit peu pour elle comme des sortes de carnets de voyage. Et elle disait effectivement à son mari que toute lettre qui contenait des informations sur les conditions de son voyage devait être précieusement gardée, parce que c'était pour elle une sorte de pense-bête qui allait lui servir ensuite à rédiger tous les ouvrages qu'elle a écrits à son retour. Et donc, elle lui demandait toujours de soigneusement les garder, les classer, les trier, etc. Oui. C'est grâce à son mari en partie qu'Alexandra Davinel arrive à Lhasa en 1924. On écoute tout de suite Édouard de Saint-Ours qui nous raconte cet incroyable périple. Pour cette exposition, nous avons souhaité marquer le centenaire de l'arrivée d'Alexandra Davinel à Lhasa en février 1924. Nous avons pris comme prétexte ce centenaire pour parler finalement moins d'Alexandra Davinel que de Lhasa en général, le siège à l'époque du pouvoir à la fois spirituel et temporel du Dalai Lama. Et donc, nous commençons l'exposition sur la fondation de la ville, avec une série de tankas exceptionnels, des peintures votives qui ont été restaurées tout récemment, et même pour l'occasion. Puis, quelques documents se rapportant à la ville au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, et également les premières images de Lhasa qui circulent en Occident au XVIIe siècle par le biais d'un jésuite allemand. Ce qui nous intéressait ensuite, c'est de parler du regard occidental sur Lhasa, puisqu'Alexandra Davinel s'inscrit dans une histoire du regard européen sur cette ville. Elle interprète d'une certaine manière ce qu'elle voit au Tibet. Cette interprétation, elle se joue aussi dans les images, notamment les premières photographies de Lhasa, qui sont prises par des sujets de l'Empire russe en 1900 et 1901, et qui sont donc pour la première fois montrées dans cette exposition. La maison Alexandra Davinel nous a prêté le négatif original d'une fameuse photographie qui représente Alexandra Davinel, Apur Yongden et une enfant tibétaine devant le Potala, le palais du Dalai Lama, à Lhasa. Cette photographie est remarquable puisque, simplement, Alexandra Davinel et Apur Yongden ne transportent pas de matériel photographique avec eux lorsqu'ils décident de se rendre à Lhasa. Alexandra Davinel et Apur Yongden se déguisent en mendiants pèlerins pour atteindre leur but. Et pour être le plus discret possible, ils emportent un minimum de matériel et surtout pas de technologie occidentale comme la photographie.
Et donc, c'est un problème finalement à la fin du voyage, puisqu'Alexandra David-Néel sait déjà qu'elle veut parler de ce récit, qu'elle veut le diffuser. Et donc, pour faire valoir cette expertise et sa connaissance du territoire et ce voyage extraordinaire, qui est un véritable exploit, puisque elle et Yongden traversent de nombreux cols de l'Himalaya en plein hiver entre 1923 et 1924 et atteignent une ville qui n'a jamais été vue par les yeux de femmes occidentales. Pour l'instant, uniquement des agents des empires britanniques ou russes ont pu se rendre à Lhasa. Rachel, cette histoire de photos, c'est une véritable énigme. Tout à fait. C'est une photo, enfin, tout le voyage d'Alexandra David-Néel a posé question et effectivement, les détracteurs n'ont pas mis longtemps avant de dire que c'était un mensonge, qu'il n'y avait pas de preuves, en disant que cette photo avait été un montage. Et on voit bien avec le parcours d'Alexandra, une femme avec des idées avant-gardistes qui voyageait seule. C'était facile de la critiquer. Et donc, pour mettre un petit peu un terme à ces rumeurs, la maison Alexandra David-Néel à Digne a décidé pour le centenaire de donner accès, d'exposer pour la première fois la plaque de verre qui est l'original donc de cette photo et de demander à un professeur spécialiste de photo de l'analyser pour effectivement pouvoir démontrer que c'est une photo, c'est une plaque de verre tout à fait originale. Il n'y a pas de montage. Alexandra est bien allée au Tibet, est bien allée à Lhasa. Mais effectivement, c'est la seule preuve dont nous disposons. Que sait-on de la fin de la vie d'Alexandra David-Néel ? Alors après donc, ces grands voyages en Asie, elle est rentrée, elle s'est installée à Digne, où elle a acheté une maison qu'elle a agrandie avec ses idées d'architecture. Elle y a vécu avec l'enfant Sikimé qu'elle a adopté, qui est devenu donc son fils adoptif, qui malheureusement est mort avant elle, et ça a été un grand drame dans sa vie. Et elle a beaucoup continué à écrire. Elle écrivait tous les jours. Elle avait encore des idées et de voyages et de livres. Et elle s'est éteinte très paisiblement à 101 ans en 1969. Et alors, qu'est-ce qu'on peut garder comme héritage d'Alexandra David-Néel aujourd'hui ? Alors, je crois que c'était une femme moderne avant son temps et surtout une grande pionnière. Pionnière dans sa démarche spirituelle, pionnière dans l'exploration du monde, qu'elle a menée quasiment seule, dans ses souhaits philosophiques, ses choix philosophiques, et aussi dans sa maîtrise de la plume. Donc à tous les niveaux, tout ce qu'elle a touché, elle est allée au bout, et elle l'a fait seule. Elle n'a jamais dû ce talent qu'à elle-même et à son caractère. Bien trempée, oui. Si j'en crois ce qu'on m'a dit. Tout à fait. Merci infiniment, Rachel Guidoni, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'exploit d'Alexandra David-Néel, voici quelques livres. Alexandra David-Néel, 100 ans d'aventure, de Jeanne Mascolo, aux éditions Paulsen. Jeanne Mascolo de Philippis livre à la fois un portrait intime et le récit de ce qu'a vu l'exploratrice, le tout illustré par de nombreux documents personnels et inédits et des photographies d'époque. Voyage d'une Parisienne à Lhasa, d'Alexandra David-Néel, chez Pocket. C'est une aventure exceptionnelle que nous décrit ici l'auteur. Elle y ajoute sa propre quête spirituelle et ce regard fasciné qu'elle porte sur la civilisation tibétaine. Une vie avec Alexandra David-Néel, de Fred Campoy et Mathieu Blanchot, aux éditions Grand Angle. Les 4 BD, dans 2 coffrets, sont passionnantes. Le dossier documentaire à la fin est d'ailleurs très intéressant et complémentaire. Le scénario bien ficelé et cohérent jongle avec aisance entre les différentes époques de la vie de l'héroïne, à travers des dessins et des couleurs magnifiques. Et enfin, le mag Sagesse bouddhiste, dont le dossier principal est consacré à un sujet qui nous concerne tous et toutes, la quête du bonheur. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.